d'abord, je voulais remercier le GIS3L de nous avoir invités donc, à cette rencontre. C'est pas souvent qu'effectivement on est sollicité par institution de façon générale, mais préfecture maritime en particulier, pour présenter nos activités. Alors, comme je vais pouvoir vous présenter, on a aussi effectivement un rôle dans la protection des mammifères marins. Alors effectivement, c'est une activité récente qui est en train de monter. Donc voilà, je vais remercier Hélène de nous permettre de faire cette présentation. Alors, je m'excuse d'avance, il y a certains sujets qui ont déjà été évoqués, mais ça sera l'occasion de les présenter dans un autre contexte. Alors tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction sur ce qu'on appelle l'action d'État en mer. Pour ceux qui ne connaissent pas, et le rôle du préfet maritime dans l'organisation de l'action de l'État en mer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la seule autorité, donc le représentant de l'action de l'État en mer, c'est le préfet maritime. La préfecture maritime qui se situe à Toulon, donc au sein de ce beau bâtiment. Alors, qu'est-ce que l'action d'État en mer? C'est avant tout des actions d'intérêt public mises en œuvre par une organisation très originale, vous allez voir. C'est donc, comme je vous disais, le préfet maritime qui assure effectivement ce rôle-là, sous l'autorité du Premier ministre, au travers de l'organisation qu'on appelle le secrétariat général à la mer. Alors voilà un petit schéma qui vous présente un peu la façon dont on est organisé. Ce qu'il faut voir en fait, et ça aura toute son importance dans le cadre de la présentation que je vais vous faire après, c'est que le préfet maritime coordonne un certain nombre d'administrations, la Marine nationale, la gendarmerie, les douanes, les affaires maritimes et d'autres, qui ont des moyens à la mer. Et ça c'est important parce qu'en fait, notamment pour tout ce qui concerne le contrôle et la surveillance, et il faut avoir des moyens. Et donc c'est le rôle du préfet maritime de coordonner ces moyens. Alors au sein de la préfecture maritime, on a ce qu'on appelle une division action de l'État en mer. Alors, pardon. Donc là que vous voyez, j'ai du mal avec le pointeur. Bon, voilà. Donc là, c'est au sein de cette division qui a rassemblé un certain nombre de compétences, et notamment un bureau, un pôle environnement, qui permet de mener des actions en fait, dans les domaines de la protection notamment des mammifères marins. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en mer, on partage un certain nombre de compétences avec d'autres autorités. Alors, évidemment, pour tout ce qui concerne la plaine, le large, donc au-delà des 12 000, le préfet maritime est compétent sur l'ensemble des domaines. Par contre, dans les eaux territoriales, il partage un certain nombre de compétences avec le préfet de la région et le préfet de département. Alors, essentiellement, le préfet de la région pour tout ce qui concerne les affaires de pêche et le préfet de département pour tout ce qui concerne la gestion du DPM. Après, dans la bande des 300 mètres, effectivement, le maire a un certain nombre de prérogatives, notamment pour tout ce qui concerne la police de la baignade. Alors, les missions du préfet maritime. Alors, vous voyez un certain nombre de missions très générales, notamment tout ce qui est régalien et qui concerne la souveraineté, la sauvegarde des biens et des personnes, la sécurité et la sûreté en mer. Qui historiquement constitue le cœur de métier du préfet, ce qu'on appelle le préfet d'urgence. Donc là, du coup, c'est peut-être au travers de ces missions que vous avez entendu parler une fois du préfet maritime, tout ce qui concerne essentiellement effectivement les grandes pollutions. Alors fort heureusement, il n'y en a plus en Méditerranée, en tout cas très peu. Donc aujourd'hui, la majorité de ces actions concernent la protection de l'environnement. Et quand on parle de protection de l'environnement, alors
il peut s'agir effectivement d'assistance aux navires en difficulté, mais aussi la lutte contre les pollutions accidentelles et les pollutions volontaires. Donc ça, c'est encore, je dirais, le cœur de métier du préfet maritime, mais récemment, un certain nombre de missions de plus en plus importantes concernent les aires marines protégées et l'application des directives européennes. Alors, j'ai mis pour info effectivement la contribution à l'instruction des dossiers industriels sur le plan environnemental. Alors, vous avez entendu parler qu'effectivement, il y a des projets, notamment éoliens, qui sont en train d'être planifiés en Méditerranée. Donc, le préfet maritime, là aussi, contribue sur le plan environnemental à l'instruction de ces dossiers. Alors, la gouvernance des aires marines protégées, ça c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, puisque vous verrez sur les cartes, on a beaucoup d'aires marines protégées en Méditerranée, notamment des sites Natura 2000. Comment se situent les sites Natura 2000 par rapport à la protection des mammifères marins? On constate, en tout cas pour un certain nombre, beaucoup de mesures en faveur de la protection des mammifères marins dans ce qu'on appelle les documents d'objectifs. Donc ça, c'est aujourd'hui, on voit que ces sujets-là sont abordés à ce niveau-là. Ils sont abordés également dans le plan de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels marins, et bien évidemment en Pélagos. Alors, la petite carte justement pour illustrer ce que je vous disais, vous avez tout ce qui concerne bien évidemment les sites Natura 2000 littoraux, mais aussi vous avez ce qu'on appelle les futurs sites Natura 2000 au large, dont un certain nombre concerneront le Grand Dauphin. Donc là aussi, il faudra donc à un moment ou à un autre réfléchir au plan de gestion de ces sites qui seront très importants en surface. Et là aussi, la préfecture maritime aura un rôle à jouer. Alors, bon, Pélagos, pour ceux qui ne connaissent pas, 87 000 km², partagés entre la France, Monaco et l'Italie. Donc, la plus grosse aire marine protégée en Méditerranée. Alors évidemment, je ne vous apprends rien sur les menaces et les pressions qui s'exercent sur les mammifères marins. Alors vous verrez, il y a en fait certaines thématiques particulières qui nous intéressent. Bon, bien évidemment la pollution, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, les collisions, les phénomènes de dérangement. Donc ça, c'est des sujets qui sont en train de monter en puissance. Au travers de deux actions importantes. Alors, d'une part, tout ce qui concerne l'observation du milieu marin, la surveillance des activités. De façon générale, ce qu'on voit en Méditerranée, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'aires marines protégées. Bon, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour protéger l'environnement. Donc il faut qu'il y ait derrière la surveillance et du contrôle pour que ces aires marines protégées soient pleinement efficaces. Donc ça, c'est le travail qui est en train d'être mené dans le cadre du plan de surveillance et de contrôle de l'environnement marin en Méditerranée. Et il y a une action aujourd'hui qui intéresse particulièrement Pélagos, la partie française de Pélagos, et donc les mammifères marins. Et puis il y a le projet Immersec que je vous présentais et dont on a parlé un peu précédemment. Alors, pour ce qui concerne l'observation et la surveillance des activités, donc comme je vous disais, il y a un plan de contrôle qui a été signé par les deux préfets coordonnateurs, donc le préfet maritime et le préfet de la région PACA, en juillet 2017, et qui est en train d'être mise en œuvre à l'échelle de la Méditerranée. Donc ça, c'est un gros chantier qui va nous occuper quelques années. Et donc, en fait, l'objectif de ce plan de contrôle, c'est effectivement permettre une optimisation des moyens dont je vous ai parlé précédemment. Là, vous voyez effectivement un hélico de la douane, un hélico de la marine, une vedette SNSM.
il faudra effectivement rationaliser en fait ces moyens pour permettre une surveillance et un suivi efficace des aires marines protégées. C'est tout l'objet de ce chantier qui est en train d'être mis en œuvre. Alors pour info, on a un travail actuellement avec les douanes et puis le parc de Port-Cros pour mettre en œuvre en fait, ce plan de contrôle et de surveillance à l'échelle de la partie française de Pélagos. Donc à la fois pour le suivi scientifique des mammifères marins, mais aussi pour le contrôle de certaines activités. Seconde action importante à notre niveau, le projet IMERSET, dont on vous a parlé précédemment. Alors c'est intéressant que Souffleurs d'écume soit là aussi. En fait c'est un travail à plusieurs, hein. Je le présente aujourd'hui puisqu'on a assuré la coordination de ce travail, mais c'est à l'origine un chantier qui était initié par l'association Souffleurs d'écume en collaboration avec le parc de Port-Cros et qui a mis un peu de temps à se concrétiser. Aujourd'hui, c'est bien l'occasion de vous présenter ces résultats. Sachant que bon, voilà, pour l'instant le protocole a été réalisé, il nous manque malheureusement une carcasse. Alors c'est un peu particulier de parler de ce sujet-là aujourd'hui, puisqu'on est là, on est j'allais dire, on voit la vision un peu triste et négative de ce qui peut arriver aux mammifères marins quand ils sont à l'état de cadavre, mais le problème pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on observe un cadavre de mammifère marin. C'est avant tout, en tout cas pour le préfet maritime, un obstacle à la navigation, donc un danger. Donc comment éliminer ce danger? Alors, bon, il n'y a pas de photo là, mais il y a eu une époque où on faisait tout simplement péter le cadavre à l'aide de charges. Alors, c'était pas très... Bon, d'une part, c'est pas très efficace, parce qu'il pouvait y avoir des morceaux, finalement, de gros morceaux qui se dispersaient, et c'était pas très bien. Et puis, d'un point de vue également médiatique, bon, c'est une pratique qui est pas forcément dans l'air du temps. Donc, on a souhaité encourager justement le développement de solutions alternatives. Alors évidemment, quand le cadavre arrive donc à terre, il y a toujours la solution d'équarrissage. Donc là, vous voyez sur la photo du bas. Mais en mer, on a la possibilité aujourd'hui d'utiliser un moyen autre que le pétardement, donc à l'aide de roches, de blocs de roches. Qui sont accouplés les unes aux autres et qui permettent de lester le cadavre et de l'immerger ensuite pour permettre éventuellement un suivi scientifique de la carcasse. Donc ça, aujourd'hui, voilà, c'est un protocole qui a été validé avec les moyens qu'on a identifiés. Donc à savoir 2 moyens affrétés par la marine, le BSAD Jason et puis le BSAD Ailette. Et donc voilà, et aujourd'hui on n'a plus qu'à attendre la carcasse éligible, puisqu'en fait toutes les carcasses malheureusement ne sont pas éligibles et aussi pas dans n'importe quelle condition. Donc il y aura toujours effectivement des cas orphelins où on devra peut-être soit ramener le mammifère marin à la côte pour un équarrissage, soit en extrême solution le pétardement. Mais voilà, aujourd'hui on a quand même d'autres solutions. Alors, il y a un autre sujet qui nous occupe, c'est l'application des directives européennes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui c'est un travail qui est mis en œuvre par les préfets coordonnateurs, donc le préfet de région et le préfet PACA, et dont le secrétariat est assuré par la DIR Méditerranée, qui n'a pas pu venir, mais qui fournit un gros travail dans ce cadre-là. Donc il y a une action qui concerne les mammifères marins,
Alors je vais être bref pour ce qui concerne donc le plan d'action pour le milieu marin. Il concerne toutes les façades maritimes et notamment la façade Méditerranée. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a un programme de mesures qui résulte d'un certain nombre de processus. Alors, vous avez dans ce qu'on appelle le PAN, donc qui est la traduction de la directive en droit national, 5 volets, dont le dernier volet est le programme opérationnel. Et dans ce programme opérationnel, vous trouvez une action qui concerne la préservation de la population de mammifères marins dans un bon état de conservation. Et notamment donc la diminution du risque de collision, le dérangement acoustique et les autres dérangements. Concrètement, ça prend la forme en fait d'une mesure, et donc une mesure dont on a parlé tout à l'heure qui concerne un système anti-collision. Alors ce système anti-collision REP 7, pour ne pas le nommer, est aujourd'hui le dispositif qui permet justement de répondre à ces enjeux-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement il est d'application récente et il concerne un certain nombre de bâtiments. Et donc on attend nous d'avoir un retour d'expérience sur ce dispositif. Mais bon, il est amené à monter en puissance. Alors vous voyez, en 2018, il y a 34 navires équipés. Alors, il ne concerne que les bâtiments battant pavillon français. Mais un certain nombre d'autres bâtiments, comme la Corsica Ferry, s'est équipé de ces équipements. Et d'ailleurs, des navires qui n'étaient pas obligés, par la réglementation, de s'équiper, sont équipés, notamment un navire de la Marine nationale et bientôt certains navires des douanes. Donc vous voyez, on est dans une démarche positive. Voilà, donc ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, les services de l'État sont appropriés le dispositif, et notamment le Cross Méditerranée, ce qui permet d'élargir le partage des informations. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu rapide, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est après la prochaine présentation. Donc je laisse Fabrice Rocher de la Occitanie continuer sur cette lancée.